OK. Donc, vos pièces devraient toutes être chargées maintenant. On va ouvrir l'exercice 1A et le corrigé de l'exercice 1A. Je vais vous montrer rapidement qu'est-ce qu'on va faire. Donc, vous avez ici là, les réponses pour vous aider. Si vous avez des questions, vous pouvez aller visiter là, ces paramètres-là pour voir un peu là, comment ça fonctionne. On va aller regarder ici dans l'exercice 1A, là, dans la section fabrication. Vous voyez, il n'y a rien du tout là, en dessous de posage, contrairement à notre corrigé. Je vais vous montrer quels sont les 4 parcours d'outils qu'on va faire dans le cadre de cet exercice-là. Donc, on a ici, avant là, de faire la simulation, on a notre brut, donc la pièce de MDF qui contient la pièce qu'on cherche à obtenir finalement. Donc c'est elle qu'on va venir usiner pour obtenir la forme en jaune qu'on voit ici. On clique sur Action ici, sur Simuler, pour voir finalement le parcours d'outils. Donc on a, je vais faire un petit peu de place comme ça. On a, je vais fermer ça comme ça, et voilà, ça respire un peu mieux. Donc on a notre couteau à surfacer. On appuie sur Play comme ça. Si votre vitesse est très élevée, vous pouvez la faire varier comme ça. Juste question qu'on voit un peu ce qu'il fait. Donc on a fait le surfaçage. Ensuite de ça, on va venir faire une ébauche sur le côté, une passe de finition. On voit apparaître les lignes de notre modèle. Donc ça veut dire qu'on est directement dessus. Et un chanfrein. Donc c'est ça qu'on va faire dans le premier exercice. Le posage, ça se trouve à être le terme français pour un setup. Donc si vous cherchez des ressources en anglais, ça se trouve à être setup normalement là, qui est utilisé là, pour ça en anglais. Ce que ça veut dire, c'est quoi notre brut. Donc, c'est quoi les dimensions de notre brut, c'est quoi le positionnement de notre pièce dans ce brut-là. Donc, la matière qu'on va usiner pour chercher à obtenir la pièce finie qu'on voit à l'écran. Et notre point de repère, il est où? Ce point de repère-là, qu'on appelle une origine pièce, va nous permettre de dire ultimement à la CNC, c'est à partir de là qu'on commence, grosso modo. C'est à partir de là que je veux que tu fasses tes parcours d'outils. Fait qu'on va venir pour la calibrer, on va pouvoir lui dire exactement ce point de repère-là, il est où. Fait comme ça, on va être sûr d'usiner notre pièce et non pas à côté de notre pièce, par exemple, ou plus loin sur la machine, admettons. Donc, pour commencer, on va positionner notre point de repère, donc notre origine pièce, ici. Donc, dans le petit menu qui apparaît à notre droite, on a Système d'axe de travail WCS. Donc, si vous survolez une section du menu dans Fusion, vous allez avoir des petits tableaux comme ça qui vont apparaître, qui vont vous expliquer un peu qu'est-ce que cette option-là ou ce menu-là fait. Donc ça vous permet là, de vous retrouver quand même assez rapidement. Nous, ce qu'on va utiliser, on va cliquer ici et on va sélectionner l'axe X et Y. Il y a plusieurs autres façons, on va se contenter de celle-là là, dans le cadre de cette suite de capsules-là, c'est probablement la plus simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est une pièce qui est, on va dire, très symétrique. Il n'y a pas vraiment moyen de la mettre dans le mauvais sens, je vous dirais, pour celle-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner notre axe des X. Imaginons qu'on est devant la pièce, devant la CNC, comme ça. On va venir positionner notre axe des X sur le côté, comme ça, pour que l'axe des X pointe, entre guillemets, vers nous. Et l'axe des Y, on va venir le positionner comme ça, pour qu'il pointe vers notre droite. C'est comme ça que notre machine est orientée. C'est comme ça que ces axes sont orientés. Donc ça va vous aider grandement à vous repérer une fois sur la machine. Donc, le Y à droite, le X qui pointe vers nous autres, et le Z, super important, qui pointe vers le haut. Donc, si le Z est vers le bas, votre usinage va être à l'envers une fois sur la machine. C'est, je présume, pas ce que vous recherchez. Ensuite de ça, on va descendre un peu plus bas ici. Vous voyez, il y a inversé l'axe des X et des Y.
Donc s'il n'est pas dans le bon sens, vous pouvez le cocher pour les permuter finalement. Donc, une fois que vous avez votre système d'axe dans ce sens-là, ici comme ça, on va venir le positionner sur le coin inférieur avant du bloc, ici, à gauche idéalement. C'est pas grave s'il est ailleurs, il y a moyen de le faire aussi sur la machine. Je vous dirais de façon générale, de la façon dont la machine se calibre, si vous pouvez faire ce choix-là, c'est définitivement le plus simple en termes de manipulation. Donc pour cette première suite de capsules-là, on va faire ça là, de façon presque systématique. Donc on va venir se repérer sur le coin de notre brut comme ça. Ensuite de ça, par défaut, Fusion, si vous avez un seul corps dans votre usinage, donc une seule pièce, finalement, là, si on va dans notre modèle ici, on a notre composant principal qui contient un seul corps. Donc ce corps-là va être sélectionné par défaut. Donc vous pouvez là, le laisser tel quel ici. Et finalement, en bas ici, dans le menu, on a bridage. Donc, si on avait un système de serrage avec un étau, des serres, des vis, différents systèmes de bridage là, physiques sur lesquels on ne veut pas intervenir avec notre outil, avec notre fraise, on pourrait venir sélectionner des éléments qu'on pourrait modéliser pour lui dire hey, s'il te plaît, évite ça. Dans le cadre de la formation, on va utiliser une bonne vieille technique de prototypage qui est assez simple et efficace. C'est qu'on va venir placer une couche de ruban adhésif bleu en dessous de notre pièce, une couche de ruban adhésif bleu sur le martyr de la CNC, et entre les deux, on va venir mettre une colle cyanoacrylate en gel. Donc on va venir coller littéralement notre brut sur le dessus de la CNC. Ça fonctionne bien quand c'est des efforts de coupe qui sont, on va dire, faibles à modérés, puis qu'on a une bonne surface de contact. Donc ça va nous éviter d'avoir des surfaces, par exemple un étau là, à éviter pendant l'usinage. Comme ça, si on se trompe, ben, c'est le martyr de la CNC qui est lui aussi en MDF qu'on va usiner, donc il n'y a aucun danger de briser un outil durant là, nos premiers exercices là, sur la machine comme ça. Une technique qui est assez simple, je vous dirais, puis qui vous donne quand même beaucoup de liberté pour des pièces de petite à moyenne taille. Si vous avez envie d'usiner un 4x8, le coller sur le martyr, je vous le dis tout de suite, c'est pas la bonne solution. On en rejasera rendu là. Donc, on revient à notre positionnement. On a notre brut, on a notre origine dans le coin inférieur ici. On passe à brut en haut dans notre onglet ici. Et le mode en haut ici est à taille relative. On va venir le mettre à taille fixe. C'est super important. Donc, vous devez connaître les dimensions précises de votre brut pour un usinage. Et si le brut n'a pas les mêmes dimensions dans le réel, soit vous réajustez les dimensions du brut à l'aide d'une scie à ruban, par exemple, ou d'un autre outil, ou encore vous venez modifier les données du brut dans Fusion. Si vous n'avez pas les bonnes données, les premières passes que l'outil va prendre dans la matière vont potentiellement être beaucoup trop grosses. Puis ça peut entraîner un bris au niveau de l'outil ou encore une surchauffe ou un fini de surface qui est vraiment pas là, celui que vous recherchez. Donc, vous voyez la largeur en X, donc sur cet axe-là, on va l'augmenter un petit peu parce qu'en ce moment, il est pile poil aux dimensions de la pièce qu'on veut faire. Donc, on n'a rien enlevé. Ça veut dire qu'on risque de voir les côtés du brut, donc des traces de scie à ruban, par exemple, sur les côtés. Pour les besoins de l'exercice, on va s'ajouter 1/8 de pouce en X. Vous voyez la position du modèle en X, il est centré. Donc, on a un 16e ici. Donc, je l'ai ajouté en décimale pour ceux là, qui ne sont pas habitués là, à parler là, de fractions de pouce en décimale. Donc, 1/8 de pouce, je vais peut-être aller vite là-dessus, c'est 0.125. Donc, ici, on a un 16e, 1.5 mm ici, et 1.5 mm ici, donc un 16e de pouce. On va cliquer sur OK, on va revenir modifier ça dans un instant, juste au cas où que votre fusion soit en millimètres et qu'à ce moment-ci, vous soyez un peu confus. Je tiens à vous rappeler que en haut ici, il y a unité, et on va sélectionner pouces à la place de millimètres dans unité, parce que notre machine est en pouces, est configurée en pouces.
Donc pour le paramétrage, c'est ce qu'on va utiliser. Vous voyez, j'ai cliqué sur OK pour fermer mon posage. Je peux double-cliquer dessus pour le réouvrir quand je veux. Donc on va venir continuer d'éditer notre brut à taille, notre boîte à taille fixe ici. On va ajouter la même chose. Donc un petit point 125 de plus en Y également. On le laisse centrer. Et notre brut ici en hauteur, en Z, on va lui dire qu'il est à 3/4 de pouce, donc 0.75. Là, vous voyez, il flotte en ce moment dans le centre. Nous, on ne veut pas usiner le dessous de notre pièce. Donc, ça pourrait être intéressant d'avoir une pièce qui est flottante comme ça si on voulait l'usiner d'abord d'un côté, puis ensuite de ça, de l'autre. Dans notre cas, c'est pas ce qu'on va faire dans aucun des exercices dans le cadre de cette formation-ci. Dans cette suite de capsules-ci, on va toujours usiner que le dessus de notre pièce. On ne fera pas d'usinage en deux montages. On le verra là, dans la prochaine suite de capsules. Donc, dans le prochain entraînement. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sélectionner dans hauteur en Z la position du modèle juste en dessous. On va le mettre à partir du dessous. Donc, décalage par rapport au dessous, Z-. Là, vous voyez, la valeur de décalage actuellement est de 1/8 aussi. On va la mettre à 0. Et vous voyez, votre modèle va descendre dans le fond du brut et sa surface la plus basse va être la même que celle du brut. Donc celle qu'on va venir coller sur le plateau là, de la CNC. On va cliquer sur OK. Et on a notre brut et notre origine de configurer là, pour commencer à lui assigner des parcours d'outils. OK, donc notre première opération, ça va être un parcours de surfaçage avec un couteau à surfacer. Vous voyez là, un couteau qui est quand même assez large, qui mesure presque 3 pouces de diamètre. Donc le parcours de surfaçage dans Fusion s'appelle tout simplement face. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir définir la face du dessus de notre pièce, évidemment, pour commencer, mais on va venir aussi définir la hauteur de notre brut en faisant ça, pour tout le reste de nos opérations. L'idée, c'est que notre brut qui mesure 3/4 de pouce d'épais, ça se pourrait que dans la vraie vie, il n'y ait pas tout à fait cette dimension-là. Donc 0.75 pouces, là, pour le dire en décimales, ça pourrait que ce soit un peu plus gros. Donc, on va venir définir la hauteur en la surfaçant. Donc, pour toutes les opérations qui vont suivre, on va savoir exactement c'est quoi la hauteur parce qu'on va l'avoir définie avec un outil, c'est la CNC. Ce que ça veut dire, c'est que s'il y a un outil qui est plus petit, puis qu'on le fait descendre en matière tout de suite, plus petit que l'outil qui est usé en ce moment, ça se pourrait qu'il prenne une bouchée un peu trop grosse, ou même qu'il entre en collision sur le dessus du brut parce que le brut était plus élevé finalement. Donc en faisant un parcours de surfaçage, on évite ça. On vient finalement là, prendre des profondeurs de passe, là, comme vous voyez actuellement, qui ne sont pas très élevées, avec un outil qui est capable d'en prendre quand même pas mal, je vous dirais, là, sans rentrer dans le détail à l'heure actuelle, pour définir cette hauteur de brut-là. Donc c'est, je vous dirais, c'est une bonne hygiène de travail de commencer comme ça pour éviter qu'il y ait des collisions ou une surcharge en termes de matière au niveau d'un outil qui serait plus petit. Donc on va l'accélérer un petit peu. On voit qu'on prend des passes d'à peu près un 16e de pouce actuellement, donc 1.5 mm à titre de rappel pour ceux qui sont plus habitués en métrique. Et à la toute fin, on voit apparaître les lignes du dessus de notre pièce. Donc ça, c'est la face du dessus de notre pièce qu'on vient d'obtenir. Donc pour toutes les opérations, on va venir enlever de la matière sur le contour. On sait qu'il nous reste exactement la hauteur de la pièce. Il n'y a pas, disons, d'inadéquation entre le réel et notre programmation à partir de ce moment-là. Donc on est sûr de ne pas en demander plus par accident à nos outils que nécessaire ou que ce qu'ils sont capables de prendre. Donc c'est pour ça qu'on commence par un surfaçage. Ok, donc première opération, le façage. On va cliquer sur face ici. Ensuite de ça,
on va prendre l'habitude de sélectionner chacun des onglets un à la suite de l'autre dans cet ordre-là, donc de gauche à droite, et de parcourir les menus de haut en bas, simplement pour le développer en réflexe. On ne modifiera pas l'entièreté des paramètres qu'il y a là-dedans à chaque opération. Je tiens à vous rassurer. L'idée, c'est juste de développer le réflexe pour être le plus procédural possible. Il y a beaucoup de choses à paramétrer pour du fraisage. Il n'y a rien de vraiment compliqué là-dedans, c'est juste que le risque en fait principal, c'est d'oublier quelque chose. Donc, en le faisant, en développant tout de suite, en partant le réflexe d'être procédural dans la façon dont vous paramétrez un outil, vous risquez, en fait, vous diminuez le risque d'oublier quelque chose. Donc, voilà. Donc, on va commencer par sélectionner notre outil. On va aller dans local, ici, sélectionner notre bibliothèque d'outils et on va sélectionner l'outil 21 qui se trouve à être notre couteau à surfacer. On va cliquer sur MDF parce que c'est la matière qu'on va usiner en théorie et vous pouvez cliquer sur l'hyperlien ici. La plupart de nos outils ont un petit hyperlien comme ça qui vous amène sur la page de l'outil pour vous présenter finalement de quoi il y a de l'air et vous donner accès à toute l'information du manufacturier. Donc, si vous trouvez ça, en fait, si vous avez des recherches à faire, ça peut être intéressant à consulter. Donc, on va fermer ça. On va cliquer sur sélectionner pour sélectionner notre outil. Et on le voit apparaître à l'écran. Donc, on va aller ensuite sur multi-axe. Et on ne fera absolument rien là-dedans. On ne l'utilisera pas de tout notre entraînement pour le fraisage à commande numérique. La raison, c'est super simple, c'est que on a une fraiseuse à 3 axes et que pour faire du multi-axe, ben, ça en prend plus que 3. Donc, si vous pensez à nos micro-fraiseuses, les C06 là, que vous pouvez observer là, sur le site web du lab, eux autres vont utiliser du multi-axe, pas nous. Donc, ensuite de ça, géométrie. Par défaut, le parcours de surfaçage va venir sélectionner le contour du brut automatiquement. Donc, on n'a rien à sélectionner ici à ce stade-ci. Ensuite de ça, les hauteurs. On va en parler très brièvement. Je vais vous y revenir là, à la simulation pour ce parcours d'outils-là. L'idée, c'est qu'on a des hauteurs de dégagement, où est-ce que l'outil va se déplacer à très haute vitesse au-dessus de notre pièce. Donc, la hauteur de dégagement. Et ensuite de ça, on a la hauteur de retrait et d'avance, qui est ici. Donc, c'est la hauteur à laquelle l'outil va se mettre à se déplacer comme s'il s'apprêtait à rencontrer de la matière. Donc, il y a une bonne marge ici entre les deux, de 0,2 pouces là, pour être plus précis, donc un peu moins que 6 mm pour ceux qui travaillent en métrique. Donc, à partir de ce moment-là, il ralentit, puis il s'attend à pouvoir peut-être rencontrer de la matière. Donc, c'est une mesure de précaution, un peu comme je disais tantôt, raison pour laquelle on commence par un surfaçage. Par défaut, Fusion va vous donner une bonne marge à cette hauteur-là pour, on va dire, pallier à un éventuel problème, là, une collision ou un bourrage d'outils. Ensuite de ça, à partir de ici, ça c'est la hauteur à laquelle il s'attend à trouver le dessus du brut pour de vrai. Donc ça c'est la hauteur à partir de laquelle, en théorie, il y a de la matière. Donc on le dit tantôt, ça se peut que dans la vraie vie, ça soit un petit peu plus haut, un petit peu plus bas. On ne vit pas dans un monde mathématique parfait. Hein? Et finalement, la hauteur sur le fond, c'est le plus bas que votre outil va descendre pour l'usinage, donc sur la surface de notre pièce ici. Donc ça ressemble à ça. Pour l'instant, on ne touche à rien de tout ça. Ensuite de ça, nos passes. On va descendre jusqu'à profondeur multiple pour venir modifier ça. Et on va venir changer ça pour 0,625. Ça correspond à un 16e de pouce. Donc on va prendre des petites passes sur le dessus. C'est probablement le plus profond qu'on va prendre en termes de profondeur de passe avec le couteau à surfacer. Plus que ça, l'outil serait capable. C'est juste qu'il va appliquer beaucoup de force sur notre pièce, puis en théorie, elle est collée sur le martyr, donc il y aurait des chances là, d'appliquer tellement de force qu'on la décolle par accident. Donc, c'est pour ça qu'on va se limiter là, à un 16e de pouce de profondeur de passe. Ça va vous faire un plus beau fini de surface. Ensuite de ça, on pourrait venir lui dire, par exemple, de faire une petite passe de finition à la toute fin.
Donc, de prendre un 32e de pouce à la place, donc la moitié de ce qu'on a ici. Donc, 0.03125, ça se trouve à être un 32e de pouce. Et ça ressemble à ça pour les profondeurs de passe qu'on va lui demander. On reviendra un peu plus tard là, sur les autres paramètres que j'ai passés ici là, pour vous les expliquer. On va garder ça léger pour notre premier parcours d'outils. Et finalement, dans liaison, on ne modifiera rien pour ce parcours-là. On laisse ça tel quel. Ça aussi, on va y revenir plus tard. Donc, je le répète, l'idée c'est de cultiver le réflexe. C'est pour ça qu'on les a toutes passées, même si on n'est pas intervenu partout. On clique sur OK et on regarde ce que ça dit. Donc, je vais m'ouvrir une petite charte de couleurs parce que je vous fais une confidence, je suis daltonien et je ne vais pas vous mentir sur les couleurs d'outils. Donc, on a la trajectoire d'outils ici. Donc, en jaune, on a un parcours en rapide. Donc, il va se déplacer à 500 pouces minute au maximum de l'endroit où est-ce qu'il se trouve au-dessus pour venir rejoindre ce point-là ici. À partir de là, en rouge, c'est un parcours en rampe qu'il va faire. Donc, il va ralentir un tout petit peu à cet endroit-là. Et en vert, c'est l'entrée et la sortie de l'outil. Donc, à partir de ce moment-là, il ralentit, il est à une vitesse d'usinage. Donc, on se rappelle à peu près de la hauteur de nos paliers qu'on regardait tantôt. Donc, ça, c'était la hauteur de dégagement. Ici, on a la hauteur de retrait et d'avance. Donc, il commence à descendre. Puis ici, ça se trouve être la portion où est-ce qu'il va descendre là, au plus bas. Donc, ils sont superposés actuellement. Donc, ensuite de ça, en vert ici, c'est l'entrée. En bleu, c'est la portion où est-ce qu'il s'attend à usiner, donc ou à être en contact avec la matière et à usiner là, une pièce. Ensuite de ça, en vert ici, il va retourner, donc ça c'est encore une fois une sortie ou une entrée. Donc il sort de la matière, il reprend sa deuxième position et il recommence une deuxième passe pour usiner. Donc, les petites lignes que vous voyez là, c'est un peu ça que ça veut dire. Et finalement, à la toute fin, vous avez la sortie de l'outil à la fin du parcours d'outil avec la petite flèche vers le haut en jaune, je crois. Donc, en rouge ici, ça se trouve être le point d'entrée. Donc, si on regarde ça à la simulation, il n'y aura pas de grande surprise. Je vous ai vendu le punch dans le dernier vidéo. Donc, on passe, on fait plusieurs passes et on enlève la matière. Donc, dans le prochain vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer la simulation correctement pour que vous puissiez là, vérifier si tout est en ordre. Donc, on reprend où est-ce qu'on l'a laissé. Pour simuler un parcours d'outils, on va dans Action, Simuler. Et dans votre menu ici, assurez-vous d'avoir Outils de cocher, sinon vous ne le verrez pas. Vous pouvez sélectionner porte-outils, comme ça vous allez voir aussi la portion ici qui est comme en bleu-gris, là, ça se trouve à être le collet de l'outil. Ensuite de ça, ce qui est en gris foncé, ça se trouve à être la portion non tranchante de l'outil, et en jaune, ça se trouve à être la portion avec laquelle on peut usiner, donc ce qu'on appelle les flûtes de l'outil. C'est ce qui peut, ou les pastilles ou les plaquettes là, de l'outil, c'est ce qui peut trancher finalement la matière. Le reste ferait juste du frottement ultimement, puis ça ne serait pas souhaitable. Donc, on a notre outil qui apparaît comme ça. Ensuite de ça, on pourrait cliquer sur transparent si on veut voir plus facilement au travers. Je vous suggère de le laisser plein. Point programmé, vous ne l'utiliserez pas dans le cadre de la formation. Ensuite de ça, trajectoire d'outil, on peut l'activer pour voir la trajectoire. Dans ce cas-ci, c'est un surfaçage, c'est pas très bruyant comme tracé de parcours d'outils. Vous allez voir, dans le cadre de la formation, on a des parcours d'outils qui sont, disons, pas mal plus denses que ça. Donc, trajectoire par défaut, je vous dirais, faites-la apparaître seulement si vous voulez simuler à partir, quand l'outil est à ce point-là, qu'est-ce qu'il a fait en cliquant sur la trajectoire. Si vous voulez voir des choses comme ça, où est-ce qu'il est rendu, là, vraiment point d'usinage par point d'usinage, vous pouvez
le faire comme ça. Les points en question sur lesquels je clique, on peut les afficher aussi là, pour mieux les voir. Vous voyez des petits points noirs qui sont comme ça. Autrement, on décoche trajectoire, on fait juste regarder qu'est-ce que l'outil fait quand il passe dans la matière. Ça fait-tu du sens? Pour l'instant, vous n'êtes pas trop apte à en juger, ça va venir progressivement. Ensuite de ça, on va cocher sur brut, ici, on veut voir le brut. On va s'assurer que la coloration, ça soit les opérations. Donc, ce que l'outil touche, il va le mettre d'une couleur, puis à chaque fois qu'il va changer d'opération, il va mettre d'autres couleurs. On va le voir dans... en fait, on va le revoir dans pas très long. Je vous l'ai déjà montré dans un petit aperçu, là, dans une vidéo précédente, quand je vous montrais l'ensemble de l'usinage. Ensuite de ça, la matière, par défaut, je vous dirais, vous pouvez prendre plastique vinyle, mais sinon, si vous avez envie d'être en miroir, en céramique, en peinture de mur, je vous dirais, choisissez celui qui vous plaît le plus. En termes de lisibilité, je trouve que plastique vinyle fonctionne quand même bien. La précision, si vous avez un modèle qui n'est pas trop complexe, vous pouvez la mettre au maximum. Si vous êtes sur un ordinateur qui a moins de capacité que ceux du Fab Lab, par exemple, ou que vous avez un modèle très complexe, vous pouvez la réduire. Vous allez voir des petites facettes, des petits triangles apparaître dans votre brut, mais en contrepartie, ça va demander moins d'effort à votre ordinateur. Ensuite de ça, le brut, on pourrait le mettre en transparence pour voir la pièce au travers. Je vous recommande de le laisser décocher par défaut. Régénérer ou rembobinage, gardez-le comme ça. Si vous rembobinez l'usinage, le brut va lui aussi suivre. Sinon, si c'est pas coché, ça ne suivra pas. Ensuite de ça, l'arrêt sur collision, ça c'est obligatoire, vous devez le cocher. Donc vous voyez dans l'aperçu, dans la petite bande qui est en bas qui représente votre usinage, si vous avez un arrêt sur collision, la simulation va automatiquement s'arrêter sur une collision qui est détectée par le programme. Ça veut dire que si vous demandez à l'outil de rentrer trop vite dans la matière, il va vous mettre un avertissement puis il va s'arrêter automatiquement. Donc, dès que vous avez un problème comme ça, vous avez une collision, le but c'est de la régler. Il n'y a aucun usinage qui démarre s'il y a encore des collisions dans la simulation. Donc, on le garde coché en tout temps. Ensuite de ça, point de vue, vous pouvez le laisser à modèle, il n'y a pas de problème. Et afficher la direction de la broche, c'est pas nécessaire non plus dans ce cas-ci. Puis finalement, vous avez l'opacité du modèle lui-même, si vous voulez le moduler par rapport à votre brut. Je vous dirais, on y touchera probablement pas non plus. Donc, ça ressemble à ça pour la simulation. On va, pour la configuration, petite info supplémentaire, si vous voulez aller voir dans Info, combien de temps que ça va vous prendre pour faire cet usinage-là. Vous voyez, en ce moment, on est à 9 secondes. Donc, ça ressemble pas mal à ça dans la vraie vie aussi. Je vous dirais, il ne devrait pas y avoir trop de marge entre les deux. Donc, la simulation est configurée. On est capable de voir qu'est-ce que ça donne. Et si vous n'avez pas de petits d'arrêt ou de petites lignes rouges qui apparaissent ici, tout est beau. OK. Donc, deuxième opération, on va venir dégrossir notre pièce, donc faire un parcours d'ébauche sur le contour ici. Donc, pour faire de l'ébauche, on va utiliser de façon générale, quand c'est une paroi verticale comme ça, on va utiliser de façon générale un adaptif 2D. Donc, on va venir chercher usinage adaptif ici, et on va cliquer dessus. Ensuite de ça, on va sélectionner un autre outil que notre couteau à surfacer parce qu'il n'y a pas vraiment la bonne géométrie pour faire ce qu'on veut faire, puis il n'est juste tout simplement pas adapté en fait. On va cliquer sur sélectionner, on va aller dans notre bibliothèque d'outils et on va aller chercher l'outil numéro 6. Je tiens à attirer votre attention là-dessus. Vous voyez, il y a des petites flèches ici. Les petites flèches signalent l'effort de coupe de l'outil. Donc, cet outil-là pousse la matière vers le bas. Donc, pour faire le contour d'une pièce, ça fonctionne super bien. Ça fait en sorte que, en poussant la matière vers le bas, évidemment, il n'attire pas vers le haut. Ce que ça veut dire, c'est que l'outil ne travaille pas à essayer de décoller notre pièce du martyre en faisant ça. Donc, si vous avez un montage qui se trouve à être celui qu'on utilise en théorie, c'est-à-dire coller notre pièce
au martyr avec une couche de thé bleu, de la colle cyanoacrylate et une autre couche de thé bleu sur le martyr. Donc si votre pièce est collée, en poussant vers le bas, vous la poussez contre ce sur quoi elle est collée. Donc moins de chances de la décoller. Donc faites attention là, finalement aux petites flèches. On va faire le tour finalement là, des différents outils qu'on a à disposition dans le cadre de la petite formation pour vous expliquer l'effet de ces flèches-là. Mais grosso modo, vers le bas, vous poussez la matière vers le bas, moins de chances de décoller. Vers le haut, vous tirez la matière vers le haut. Ça évacue mieux le copeau, par exemple, si vous travaillez dans une rainure, mais vous risquez de décoller votre pièce si vous prenez des grosses passes. Donc, pour quelque chose qui est collé sur le martyr, on va choisir un outil qui pousse vers le bas de façon générale. On va sélectionner MDF encore, et on va cliquer sur sélectionner. Ensuite de ça, on va sauter multi-axe parce qu'on ne l'utilise pas. On va aller sur géométrie et cette fois-ci, on va venir sélectionner le contour inférieur de notre pièce, comme ça. Donc en sélectionnant le contour, on lui dit, viens dégrossir notre brut. Donc on voit la silhouette du brut en bleu autour, jusqu'au contour de la pièce. Donc tout ce qui est bleu, c'est la matière qui va enlever. Il comprend que c'est ça qu'on veut enlever. Et ici, dans notre sélection, on voit on a une chaîne fermée. Donc, ça, c'est une sélection qui est assez simple, je vous dirais. Puis, on voit la petite flèche ici, la petite flèche rouge, qui nous indique le sens de l'outil. Donc, si la petite flèche était à l'intérieur, puis qu'on avait du bleu à l'intérieur, on aurait l'inverse de ce qu'on veut obtenir. Un exemple d'un petit bug de sélection qui pourrait survenir peut-être plus tard dans nos exercices. Ensuite de ça, sur la hauteur, on va venir modifier quelque chose cette fois-ci. Donc, la hauteur de dégagement, de retrait, tout ça, on n'y touchera pas. C'est la hauteur sur le fond qu'on va venir ajuster ici. Et la hauteur sur le dessus. Donc, on va venir ajuster la hauteur sur le fond. On va la faire descendre plus bas que notre contour sélectionné de 10 millièmes de pouce. Donc, moins 0,01. Ça se trouve à être à peu près un 64e de pouce. Donc on va faire descendre un tout petit peu plus bas que notre sélection, notre parcours d'outils. Donc il va venir usiner un petit peu dans le martyr. L'idée derrière ça, c'est que, encore une fois, on ne vit pas dans un monde mathématique parfait, puis on ne voudrait pas se retrouver avec un petit feuillet de presque de papier très très fin là, sur la base de notre pièce, parce qu'au moment de notre calibration, il y avait une petite graine ou un truc comme ça, une petite imprécision. Puis ce petit feuillet-là, finalement, généralement, dans du bois, il a tendance à faire des éclisses, par exemple, au décollage de notre pièce. Dans du MDF, ça peut être fatigant de venir faire la finition ensuite pour avoir quelque chose de propre. Comme ça, on est sûr que l'arête du bas va être coupée nette. Puis c'est le martyr de la CNC qui va être légèrement marqué. Faites-vous-en pas avec ça, il porte bien son nom. C'est un martyr parce qu'il est fait pour prendre des coups. Grosso modo, pour qu'on usine un petit peu dedans. On va le resurfacer quand il y a trop de traces d'usinage dedans. Donc on descend un petit peu plus bas. Puis ensuite de ça, la hauteur sur le dessus, notre bleu ici, finalement, ça désigne la hauteur à laquelle on s'attend à rencontrer de la matière. On va le changer pour le haut du brut ici, puis on va lui dire que c'est le haut du modèle, parce qu'on l'a usiné au surfaçage avant. Donc la hauteur à laquelle il s'attend à rencontrer de la matière, c'est le haut du modèle. Donc, même chose pour la hauteur de retrait. On est rendu au haut du modèle, comme ça. Donc, tout descend un petit peu ici. Ça veut dire qu'on perd un peu moins de temps, mais on se garde quand même une bonne marge juste au cas où. Comme ça, pendant l'usinage, c'est pas trop stressant. On ne voit pas le couteau se rapprocher vraiment très proche de notre pièce là, très rapidement. Donc, comme ça, on sauve un peu de temps pour ce qui est de l'usinage. Pour une seule pièce, je dirais que ça ne fait pas une grosse différence. Si vous en faites 30 à la fois, ça commence à être intéressant. Ensuite de ça, on va venir sélectionner nos passes ici. Et on va s'attarder à deux choses. Le premier, c'est la charge optimale. La charge optimale, c'est une drôle de traduction, mais grosso modo, c'est l'engagement radial de votre outil. Donc, jusqu'à quel point il prend une bouchée par le côté. On va y revenir là, dans une vidéo subséquente, je vais vous l'expliquer beaucoup plus en détail, mais
la charge optimale, c'est ça. On le voit quand même assez bien sur le petit graphique, là. C'est jusqu'à quel point votre outil va prendre la matière sur son rayon. Donc, sur la portion là, qui est courbe de l'outil. Donc, ça, on va le réduire à 10% de notre rayon d'outil. Et en axial, ici, sur la surépaisseur, on va lui laisser une surépaisseur radiale sur le côté. Comme ça, on va repasser avec un outil pour venir faire une finition. Donc, enlever un tout petit peu de matière. 0.02 pouces, donc un peu moins qu'un 32e de pouce, pour faire un beau fini de surface. Mais la surépaisseur axiale, elle, donc sur la longueur de l'outil, sur l'axe de notre outil, elle est pas nécessaire. On va défoncer dans le martyre un tout petit peu d'une manière ou d'une autre. Donc, elle, on peut venir la mettre à 0. Donc, on va aller voir nos liaisons. Et dans tous les beaux paramètres qu'il y a ici, je vous dirais, on ne touchera rien du tout pour cette fois-ci. Je pense que c'est en masse pour ce parcours d'outils-là pour une première fois. On va cliquer sur OK, puis on va regarder quel parcours d'outils il nous fait. Donc, il entre ici en rapide, en jaune. Après ça, il va se rapprocher avec sa vitesse d'avance en vert ici. Il commence à usiner sur le côté. Puis vous voyez, il relève à quelques endroits, puis il vient se repositionner, puis il remange de la matière. Donc on le voit là, se relever, mais à la hauteur, finalement, au-dessus de ce qu'on a déjà usiné. Donc on ne perd pas de temps à se relever trop haut pendant notre usinage, comme ça. On remarque aussi, si on zoome un petit peu, que notre outil descend du 10 millième de pouce plus bas. Donc on est sûr d'avoir notre arête ici. Donc si pendant votre exercice pratique, vous remarquez que vous avez un beau petit plateau autour qui est vert, ça veut dire que vous avez oublié la surépaisseur ou encore que vous descendez pas de 10 millième un peu plus bas que la sélection du contour dans le bas ici. Donc on regarde ça à la simulation. On l'a déjà paramétré. On va regarder ça rapidement. Est-ce qu'on a des messages, un message d'erreur ou plusieurs messages d'erreur qui apparaissent? Ça c'était rapide, c'est un bon exemple. On redescend ici, on rembobine notre usinage et on refait notre simulation. Prenez toujours le temps de bien regarder ce que votre outil fait. Je vous dirais, même pour quelqu'un d'habitué, c'est une bonne pratique. Des fois, ça fait la différence entre une virgule mal placée dans la programmation qui est difficile à repérer, puis un usinage concluant ou pas. Donc, si on lui a demandé de faire une passe de 1 pouce au lieu de 0.1, on va le voir tout de suite à l'écran ici. Donc, on voit ce que ça donne. Et on ne voit pas les lignes comme sur le dessus parce qu'il y a encore de la matière sur le tour. Je me permets de vous montrer un petit truc. Si on va ici dans distance brute modèle, vous pouvez cliquer là-dessus et survoler la zone qui vous intéresse. Et vous voyez ce que ça affiche. Je vais le déplier un petit peu plus pour qu'on voit bien. Là. Distance brute modèle, 0.02 pouces. Ça se trouve être la surépaisseur qu'on y a laissée. Donc vous pouvez le mesurer comme ça. Ici, vous voyez sur la courbe, il y a des petites variations. Donc le rendu du brut fait en sorte que sur le parcours, ça se peut qu'il y ait des petites dentelures un peu comme ça, donc ça monte un petit peu plus. Puis si on va sur le dessus, il est à 0. On a déjà atteint la face de finition qu'on cherchait à obtenir avec notre parcours de façage. Pour venir faire une finition sur un contour comme ça qui est à la verticale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre parcours contour 2D. Donc le contour, lui, il est fait pour suivre une trajectoire de contour qui est fermée ou pas. Donc, si on fait le tour complètement, ou juste une section d'une arête qu'on veut suivre. On va le revoir plus en détail, les sections ouvertes dans un prochain exercice. Dans ce cas-ci, on fait que du contour. Donc, on garde le même outil, on se sauve un changement d'outil manuel sur la machine. On passe multi-axe, on ne l'utilise pas, on va à géométrie et on va resélectionner le contour de notre pièce. Ensuite de ça, on va aller à hauteur, on va resélectionner le haut du modèle, on resélectionne le haut du modèle comme ça.
La hauteur sur le dessus, c'est encore aussi le haut du modèle. Donc, on se rapproche un petit peu, on perd moins de temps, puis on s'attend à trouver de la matière juste à cette hauteur-là parce qu'on l'a facé, à titre de rappel. Ensuite de ça, contour sélectionné, on a choisi le bas. On va lui dire moins 0.01, comme ça. Donc, on descend un petit peu plus bas. Vous voyez dans la sélection, on a le contour sélectionné par défaut parce qu'on a choisi un contour. On pourrait aussi aller choisir le fond du brut, puis lui dire descend plus bas que le fond du brut. Ça reviendrait exactement à la même chose. Si on regarde ici comme ça, on a le bas qui est ici, qui est à 10 millièmes en dessous. Si vous vous rappelez de la vidéo précédente, c'était exactement la même distance qu'on a là. La seule différence, c'est que si on clique sur contour sélectionné, il ne nous le montre pas. Il faut retourner dans géométrie pour le voir. Il se trouve à être ici. Donc on le décale de 10, ça revient exactement au même que si on avait choisi le fond du brut. Donc vous comprenez que chacun de ces points de repère-là, c'est juste une valeur de référence finalement à partir de laquelle on vient se décaler. Donc vous pouvez sélectionner celle qui fait le plus de sens pour vous. On ne les verra pas toutes dans cette vidéo-là. Je voulais juste vous montrer là, que vous aviez d'autres choix. Puis un peu la logique derrière tout ça. Ensuite de ça, pour les passes, on va en prendre seulement une, pleine profondeur. Donc on ne viendra pas modifier ça ici pour l'instant. On ne fera pas de passe d'ébauche, il n'y aura pas de profondeur multiple parce que la longueur du tranchant de notre outil, donc la longueur de flûte, est suffisante. Comme tantôt, on y va pleine profondeur d'un seul coup là-dedans. Et dans les liaisons, on ne changera rien non plus dans ce cas-ci. Donc on clique sur OK. Et on a notre outil qui rentre ici en rapide jusqu'à cette hauteur-là. Ensuite de ça, il va y aller en rampe. Il va s'approcher à vitesse d'usinage de notre pièce et il va faire une petite courbe puis il va usiner en bleu tout le tour. Donc si on regarde ce que ça donne, on va dans Action, Simuler. Est-ce qu'on a des collisions? On ralentit notre vitesse. On a notre outil qui descend, qui entre dans Matière, qui mange le 20 millième. Et vous voyez la couleur qui change ici. On voit les lignes de notre pièce. Ça veut dire qu'on est à 0 ou presque. Donc vous voyez ici, il y a peut-être une petite variation. Ça dépend, je vous dirais, là, dans la vraie vie, probablement qu'elle n'est pas aussi importante que ça. Donc vous voyez, elle varie un petit peu. On pourrait l'amoindrir en modifiant certains paramètres de tolérance. Je vous dirais, on entre dans la zone où est-ce que le logiciel nous parle de différences finalement entre ce qui est anticipé et le réel qui sont assez marginales puis qui sont pas forcément là, ce qui va se produire dans la réalité. Donc on va laisser ça pour la prochaine suite de capsules. Bref, si vous voyez des petites variations, partez pas en peur avec ça, c'est normal. Donc on a notre contour de finition qui est fait. Encore une fois, notre parcours de contour 2D, on va l'utiliser. Puis juste pour vous montrer qu'on peut faire avec le même parcours des choses qui sont un peu différentes, puis que les menus de fusion s'adaptent en fonction des outils que vous allez sélectionner aussi. Donc le parcours qu'on vient d'utiliser, le contour 2D, on va l'utiliser pour faire un chanfrein. Donc on va aller choisir notre outil pour faire un chanfrein à 45 degrés. Je vais vous montrer le filtre qui est ici. Donc si on veut trouver une fraise à chanfreiner rapidement, on peut cliquer sur fraise à chanfreiner gravée ici et sélectionner 45 degrés comme ça. Ici, donc on va aller chercher notre outil à 45 degrés. On va aller sélectionner MDF, sélectionner et on va venir sélectionner la base du contour comme ça. On va aller ensuite de ça dans hauteur. On va rechanger la même chose, donc le haut du modèle ici, le haut du modèle, encore une fois le haut du modèle.
Donc, je tiens à attirer votre attention sur le fait que je ne modifie pas les décalages, parce que si c'était pile poil à 0 sur le haut du modèle, là on aurait un problème. C'est normal que la hauteur de retrait et la hauteur d'avance soient de 0,2 pouces plus haut. Juste au cas où. Et finalement, le contour sélectionné, lui, on ne le modifie pas, parce que là, on ne veut pas défoncer plus bas. Là, on veut venir faire le chanfrein qui est ici. Donc, on a choisi l'arête du bas ici. On ne veut pas qu'il aille ailleurs que là. Donc, on ne décale pas le contour sélectionné sur un parcours de contour 2D pour faire du chanfreinage. On va aller dans les passes. Et le petit morceau où est-ce que ça change pour un chanfreinage, c'est ici. Donc, je vais agrandir mon menu pour bien voir. Le décalage des extrémités de chanfrein. Je vais pas le modifier tout de suite. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Si on le laisse à 0. Donc, vous voyez, il va venir directement le bout de l'outil sur... je vais le montrer dans la simulation, ça va être encore plus clair. Il va venir directement sur... attendez un petit peu. Ouais, on le voit bien. Donc, vous voyez, la pointe de l'outil est pile poil sur l'arête comme ça. En théorie, ça fonctionne. Dans la vraie vie, ce qui risque de se passer, c'est que la pointe va peut-être être un petit peu par l'intérieur. Puis ça vous ferait une petite marche pointue à toute fin de votre chanfrein. Donc, parce qu'on ne vit pas dans un monde mathématique parfait, on va décaler la pointe un peu vers l'extérieur, sur le côté comme ça, et vers le bas aussi, dans le même angle. Fait comme ça, on est sûr de ne pas avoir cette espèce de petite pointe-là, genre sur le bord, qui viendrait casser notre chanfrein, puis faire une pièce qui serait moins intéressante, on va dire ça de même. Donc, on va recliquer sur notre contour comme ça. Donc, on double-clique dessus ou on clique droit, puis je vais vous montrer. On peut double-cliquer pour l'éditer ou encore cliquer droit sur éditer au choix. Je préfère double-cliquer. Ensuite de ça, on va venir dans passe et on va le décaler de 1/16e de pouce. Je vous dirais, c'est la valeur que je rentre là, c'est ma règle du pouce, disons, à moins que il y ait des contraintes en termes de géométrie qui ne vous permettent pas d'y aller. Vous pouvez le rentrer par défaut comme ça. Je vous dirais, là, ça fonctionne dans presque tous les cas. On va cliquer sur OK. Je vais vous montrer la trajectoire maintenant qui est modifiée. Donc, si votre chanfrein est très très proche du martyr, puis que vous ne voulez pas trop plonger dedans, par exemple, ou que votre chanfrein est très très gros, puis que vous ne voulez pas que de plonger de 1/16e de pouce finalement dans le martyr, vous pouvez lui mettre une valeur qui est moindre que ça. C'est pas vraiment un problème. Donc on voit maintenant, si on simule, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc on voit la pointe qui est vraiment à l'extérieur du chanfrein. On usine avec le côté de l'outil. Il y a une autre raison pour laquelle on fait ça. Puis je vais revenir dans la vidéo, là, dans une des vidéos qui va suivre cet exercice-là, pour vous expliquer un peu la logique. Je vais vous laisser faire l'exercice pratique avant, là, mais il va y avoir une petite vidéo de théorie. C'est que la vitesse de rotation de l'outil varie en fonction du diamètre. Donc, le centre en fait, l'outil tourne à une vitesse donnée, puis on appelle ça la vitesse tangentielle. Donc, quand l'outil fait un tour, ici, sur le diamètre, ben, il a parcouru beaucoup plus de distance que quand il a fait un tour ici. Donc, en théorie, si on regardait le bout ici, là, la petite molécule qui est au bout de ça, là, ben, en théorie, elle tourne pas, ou très lentement. Plus on s'éloigne, plus la petite molécule qui est sur le coin ici, qui tourne, ben, elle va de plus en plus vite. Donc, c'est entre autres la raison pour laquelle on n'usine pas avec la pointe de l'outil quand on peut. Donc on va y revenir dans une prochaine vidéo. Faites-vous-en pas si c'est pas encore clair pour vous, mais c'est ça. Donc rappelez-vous, on vit pas dans un monde mathématique parfait, fait qu'on se donne la marge, puis la pointe de l'outil, c'est pas la portion cuisine le mieux. C'est ça l'essentiel qui est à retenir. Donc ça ressemble à ça pour l'usinage de votre première pièce. Je vous laisse faire votre
votre premier exercice. Si vous avez des questions, vous pouvez venir nous voir là, au Fab Lab sur les heures d'ouverture. Vous n'êtes pas forcément obligé de prendre un rendez-vous là, si vous avez des petites questions ponctuelles. Puis on a des casques d'écoute si vous voulez revenir faire les exercices avec nous là, dans les parages. Donc ça ressemble pas mal à ça. On se retrouve dans la prochaine vidéo.